Bonjour à tous et bienvenue à ce débat organisé par le Conservatoire national des arts et métiers et l'École des hautes études en santé publique. Je m'appelle Mounia Houssine, je suis biostatisticienne, enseignante-chercheur en évaluation et prévention des risques sanitaires. J'ai collaboré pendant une dizaine d'années avec Paddy Farrington, l'auteur de la méthode de référence aujourd'hui dans l'évaluation de la sécurité vaccinale. J'ai contribué à l'évaluation des effets indésirables de plusieurs vaccins pédiatriques, le vaccin contre l'hépatite B et les vaccins contre la grippe en France et en Grande-Bretagne. Avec mes invités et amis experts sur le sujet de la vaccination présents ici aujourd'hui à cette table ronde virtuelle, Judith Muller. Bonjour Judith. Emmanuel Fam. Bonjour Emmanuel. Bonjour Monia. Et Jocelyn, bonjour Jocelyn, Jocelyn Rodon. Nous allons tenter ensemble de répondre à la question qui préoccupe beaucoup d'entre vous. Peut-on se fier aux nouvelles prometteuses des vaccins contre la COVID-19? Alors, il y a probablement un effet mémoire sur de mauvais souvenirs à ce sujet de vaccination, un manque de transparence ressenti par certains, une politisation de la question des vaccins et surtout un manque de vulgarisation des connaissances scientifiques qui auraient pu générer chez certains d'entre vous un sentiment d'inquiétude et de méfiance à l'égard de la vaccination que nous allons tenter ensemble de combler, de répondre. Par exemple, je vais commencer par Judith Muller. Bonjour Judith, donc tu es médecin épidémiologiste, professeur à l'École des hautes études en santé publique, rattachée aussi à l'Institut Pasteur. Tu travailles depuis 20 ans sur l'épidémiologie vaccinale, sur les études de différentes stratégies vaccinales, et tu es membre du comité technique, de la commission technique de vaccination de la Haute Autorité de la Santé. Je te donne la parole en premier pour nous présenter un peu le rôle de ce comité et de nous dire qu'est-ce qu'on sait sur les vaccins contre la COVID-19. Oui, merci Mounia. Donc, j'interviens ici en tant qu'expert individuel, donc pas pour la commission technique des vaccinations, qui prépare les avis que publie l'HAS en matière de stratégie vaccinale. Donc aujourd'hui, je vais parler uniquement des vaccins, des 3 vaccins qui sont le plus avancés, pour lesquels des publications de la phase 3 sont disponibles, c'est-à-dire des phases d'évaluation clinique où on regarde vraiment quelle protection clinique les vaccins peuvent donner, donc vraiment pour la protection contre la maladie et pas uniquement par rapport aux anticorps qui peuvent être induits par la vaccination. Donc, pour les 3 vaccins sont 2 vaccins qui sont basés sur une technologie de ARN et un vaccin qui est basé sur une technologie d'un vecteur viral. Je ne vais pas aller dans les détails technologiques, biologiques, différences entre ces 3 vaccins. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on entend aussi régulièrement, c'est que il y a des expériences limitées avec ces vaccins et en fait, il y a seulement celui développé par Oxford AstraZeneca pour lequel il y a déjà un vaccin qui est mis sur le marché, c'est le vaccin contre l'Ebola. Donc sur ce type, sur modèle, on appelle ça des plateformes vaccinaux, là il y a déjà une expérience, il y a un vaccin qui existe et qui est utilisé. Pour les 2 autres, on est vraiment dans l'innovation technologique qui, je rappelle, a notamment permis d'aller très rapidement avec le développement de ces vaccins. Normalement, les plateformes ou les modèles vaccinaux qui existent, les vaccins qui sont utilisés, ils ont besoin de temps de développement, de mise au point des candidats même, qui est beaucoup plus long. Donc aujourd'hui, il y a, depuis quelques jours, il y a des publications scientifiques qui sont disponibles, qui sont accessibles pour tout le monde, qui sont assez volumineux, il faut les regarder, prendre du temps pour les lire en détail. Pour un vaccin, il y a en principe un communiqué de presse, mais il y a maintenant aussi un document accessible par la FDA, donc c'est l'autorité des médicaments américains qui a mis à disposition un document qui donne aussi quelques éléments plus détaillés sur au-delà du communiqué de presse. Donc, on peut dire que pour les 3 vaccins, on dispose aujourd'hui quelques informations essentielles, très essentielles, qui permettent
qui permettent de réfléchir sur l'utilisation du vaccin dans cette situation épidémique actuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 3 vaccins présentent des efficacités vaccinales qui sont très élevées. On parle de 90% en gros, on peut regarder en détail dans quel groupe, etc. Mais en gros, on parle des chiffres autour de 90%. Ça veut dire que après la vaccination, 90% des cas de maladies qui auraient pu survenir ne surviennent pas. Il y a uniquement 10% des cas de maladies qui auraient pu se produire, qui se produisent réellement. Donc, ce sont des protections cliniques très élevées. Il y a bien sûr la question comment ça se présente chez les personnes âgées, puisque cette épidémie, les conséquences sanitaires gravissimes se présentent surtout chez les personnes à partir de, concrètement, il faut dire à partir de 50 ans, on est à risque à partir de 50 ans, et ça devient dramatique chez les personnes autour de 75 ans, 80 ans, et les premières données qui sont disponibles suggèrent que tous les 3 vaccins fonctionneraient aussi chez des personnes âgées. Il y a des détails qui sont fournis qui ne sont pas les mêmes entre les 3 vaccins. Je n'ai pas le temps d'aller en détail contre ça, mais c'est les signaux, ce qu'on voit, ce qui est mis à disposition, ce sont des signaux très positifs. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. On peut aller en détail plus tard. Très bien, merci beaucoup Judith. Je passe maintenant la parole à Emmanuel Pham. Emmanuel, tu es médecin statisticien, tu es le président du groupe Biopharmacie et Santé de la Société française de statistique, où on est tous les deux membres, et tu présides ce groupe depuis quelques années et tu as une grande expérience dans l'industrie pharmaceutique où tu as pris en charge notamment les aspects statistiques liés aux essais cliniques justement. Alors la première question, est-ce qu'on peut faire confiance aux essais cliniques qui sont réalisés rapidement? C'est pas habituel en termes de délai. Comment tu peux nous éclairer par rapport à ça? Merci Claudia, bonjour à tous. Alors effectivement, les essais cliniques ont été réalisés en des temps relativement courts par rapport à ce qui se fait habituellement. Il faut rappeler déjà que les essais cliniques sont extrêmement régulés. Donc, il n'est pas question que quelques mesures que ce soit aient été prises sans que les autorités n'aient donné un aval précis sur, d'une part, la réalisation de l'essai clinique, d'autre part, l'évaluation même des résultats des essais cliniques. Rappelons que, par exemple, le vaccin Pfizer est passé par ce qu'on appelle un comité au niveau de la FDA où des experts indépendants ont complètement pu challenger les résultats et valider ce qui a été fait. Donc, en résumé, on peut considérer les essais cliniques comme tout à fait fiables dans leur réalisation et dans leurs conclusions au niveau de cet essai lui-même. Là où les problèmes peuvent se poser, où les incertitudes existent, c'est d'abord il y a eu une compression des étapes qui sont habituellement gérées par les laboratoires pharmaceutiques et sous forme d'une gestion du risque. Et là, le risque a été partagé, c'est un risque plutôt économique qu'un risque, ce n'est pas un risque pour les individus, c'est plutôt un risque économique et d'habitude, le laboratoire attend d'avoir les résultats préliminaires avant d'engager des frais supplémentaires pour une phase ultérieure, ce qui n'a pas été le cas ici, ce qui explique que l'on est capable de lancer des études de phase 3 puis une commercialisation dans des temps records. La deuxième question qui peut se poser, c'est la représentativité de l'étude clinique. C'est-à-dire que l'étude clinique, les résultats sont fiables, mais sont appliqués à une population donnée. Et comme le disait Judith tout à l'heure, on a des éléments forts expliquant que le vaccin est efficace. On en est sûr sur les populations, on va dire, standards. On en est sûr sur les populations à risque de moins de 75 ans. On est par exemple aujourd'hui seulement avec ce qu'on appelle des signaux sur les plus de 75 ans. C'est-à-dire rien ne nous permet de dire que ça n'est pas efficace à plus de 75 ans, mais d'un point de vue purement statistique, nous n'avons pas à ce jour l'ensemble des éléments formels, et je dis bien formels, qui permettent d'affirmer que c'est efficace. Ne pas en déduire pour autant que ça n'est pas efficace. Encore une fois, les signaux sont tout à fait présents et sont également confortés par ce qu'il se passe dans les autres populations. Mais c'est extrêmement important. Donc, il faut bien différencier l'essai clinique. Il ne faut pas le critiquer, il est tout à fait fiable.
Ce qui peut être discutable et discuté, c'est l'extrapolation et l'interprétation que l'on en fait, mais encore une fois, ces interprétations sont totalement contrôlées et à ce jour, aucune utilisation non justifiée ne peut être facilement réalisée par quelque gouvernement ou quelque institution que ce soit. Donc, ça, c'est pour les essais cliniques de base, comme ils sont réalisés. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la durée de l'efficacité est limitée, puisque par définition, les essais cliniques ont été réalisés en un temps court, et donc nous n'avons pas 2 ans de recul, par exemple, pour savoir combien de temps est efficace la vaccination. On sait qu'elle est efficace, on n'a pas aujourd'hui le recul suffisant pour dire combien de temps elle restera efficace, et c'est pour ça que les études continuent, c'est pour ça que les études préliminaires permettent de dire c'est dès maintenant utile de vacciner, et on a un support scientifique pour dire nous pouvons vacciner, il y a une efficacité. Combien de temps cela doit durer? Faut-il revacciner ultérieurement? Ça, c'est l'avenir qui le dira, et la surveillance ultérieure qui le dira. Très bien. Et la Haute Autorité de la Santé, justement, elle établit ses recommandations en fonction de l'évolution des sciences. Merci beaucoup, Emmanuel, très clair. Jocelyn Rode, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, tu es enseignant-chercheur à l'EHESP. Tu travailles sur les facteurs psychologiques et sociologiques de vulnérabilité, sur les processus d'adaptation des populations face aux risques et les incertitudes sanitaires. Tu t'intéresses particulièrement depuis une dizaine d'années aux effets des controverses sur les comportements collectifs en matière de vaccination. Et justement, il y a eu une étude récente qui a été réalisée par Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès, qui montre qu'un Français sur 2 ne veut pas se vacciner contre la Covid-19. Comment expliques-tu cette attitude qui est atypique des Français, puisqu'il y a eu aussi une très très grande étude internationale qui a été publiée il y a à peu près 2 mois et qui montre la France comme un pays atypique parmi tous les pays riches par rapport à cette défiance au vaccin. Ton micro est coupé, Jocelyn. Oui, alors en effet, depuis une dizaine d'années, on a un très grand nombre d'études internationales qui ont été réalisées et qui permettent de comparer les attitudes de différentes populations à travers le monde, notamment en Europe, en Amérique du Nord. Et en fait, si ces études se suivent, leurs résultats se ressemblent et vont toujours dans le même sens, qui serait celui d'une attitude très très particulière des Français par rapport à la vaccination, qui est beaucoup plus empreinte en fait de méfiance, de doute et surtout sur la question de l'innocuité du vaccin. Alors, par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il faut savoir que ces attitudes très particulières des Français, elles n'ont pas été de tout temps, en fait. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on fait des études de manière systématique sur les attitudes, les opinions des Français sur la vaccination. Et ce qu'on s'est aperçu à partir de la fin des années 90, c'est qu'en fait, pendant longtemps, les Français étaient très favorables à la vaccination pour une grande majorité d'entre nous. On avait notamment les grandes études qui avaient été réalisées par l'INPES en 2000 et en 2005 qui montraient que 90% des Français étaient favorables à la vaccination en général. Et lorsqu'on remet les choses dans un temps encore plus long, dans un temps historique beaucoup plus poussé, alors d'abord ce qu'on sait c'est que si vous voulez, la peur des effets secondaires de la vaccination, c'est aussi ancien que la vaccination elle-même. Lorsque la vaccination commence à émerger en Europe, notamment à travers la lutte contre la variole, par la variolisation, on va avoir des reportages, en tout cas des caricatures dans les journaux de l'époque qui montrent ou qui illustrent les premières inquiétudes qui sont liées aux premières vaccinations à travers l'histoire. Mais ce qui a probablement fait la spécificité historique française, c'est que comme la vaccination moderne va se développer en France, en fait, on ne va pas avoir vraiment de résistance très forte historiquement dans notre pays, en tout cas pas à la fin du 19e siècle et pas tout au long du 20e siècle. On a de très nombreux événements, un peu de type gilet jaune d'ailleurs, qui ont été observés à travers le monde, que ce soit en Angleterre, je pense au Brésil, avec la Revoltada Vaccina, donc des grandes manifestations qui dégénèrent en émeutes urbaines, à Milwaukee aux États-Unis aussi à la fin du 19e siècle. Donc on a différents phénomènes de protestation qui ont été observés à travers l'histoire au moment où se développent les grandes campagnes de vaccination. Et en France, on observe très peu de choses, sauf évidemment au début du 19e siècle, mais à la fin du 19e siècle, lorsque se développent les grandes campagnes de vaccination modernes,
on a très peu de résistance en fait à la vaccination, très peu d'inquiétude. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la vaccination est développée par des Français, hein, notamment autour des équipes de Pasteur, mais pas seulement. Et en fait, très vite, la vaccination devient une espèce de source de gloire nationale ou de fierté nationale, hein, un instrument de rayonnement de la France dans le monde, ce qu'on appellerait aujourd'hui soft power. Et au-delà de cette fierté technologique, hein, de pouvoir lutter efficacement contre les maladies infectieuses, il y a aussi le fait qu'à partir du moment où on commence à mettre en place ces grandes campagnes de vaccination, notamment dans l'après-guerre, eh bien, les grandes maladies infectieuses qui tuaient beaucoup et qui handicapaient beaucoup les gens, je pense notamment à la polio, vont très rapidement disparaître. C'est-à-dire en quelques mois après ces grandes campagnes de vaccination, les cas de polio vont s'effondrer et on va assister à l'éradication de très nombreuses maladies. Et ça, c'est un moteur motivationnel très très puissant. Sauf qu'aujourd'hui, les générations qui ont connu ces maladies disparaissent, hein, parce qu'il faut être né dans les années 30 ou 40 pour avoir connu ces maladies-là. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'avons pas connu ces grandes épidémies de maladies infectieuses. Et je crois que ce n'est pas un hasard si, sur le plan historique, les controverses vaccinales, de cette manière, réémergent à un moment donné où la mémoire collective de ces grandes maladies infectieuses disparaît. Donc ça, c'est un premier élément, mais cet élément, d'une certaine manière, il concerne tout le monde. Il concerne les Américains, il concerne les Anglais, les Allemands, les Français. Donc pourquoi les Français? Eh bien, en fait, comme je vous l'ai indiqué, il y avait un consensus très très tardif autour de la vaccination. C'était un consensus politique, social et culturel très fort autour de son intérêt et de son importance. Et ça va un petit peu voler en éclats dans une séquence très malheureuse qui va être très courte et qui commence au cours de l'année 2009, au moment où on va massivement vacciner contre la grippe H1N1, la grippe pandémique. On va avoir une succession de controverses en France qu'on n'a pas observées dans d'autres pays et qui vont, d'une certaine manière, déstabiliser durablement les pratiques vaccinales en France. Alors, comment ça commence? Eh bien, en fait, d'abord, il va y avoir une critique qui émerge sur la bonne utilisation des fonds publics, puisqu'on va commander 80 millions de doses pour vacciner les Français en 2009. Or, la grippe pandémique H1N1 apparaît beaucoup moins létale que ce qu'on attendait, et du coup, ça va être un facteur de démotivation très important. Seulement 10% des Français vont se faire vacciner, donc une énorme perte financière liée à cet investissement. Donc la critique commence un petit peu comme ça, mais très vite, elle va être liée par une autre critique qui est extrêmement importante, qui est la question en fait des conflits d'intérêts ou des liens d'intérêts entre l'industrie pharmaceutique et les experts qui conseillent en fait le gouvernement. Et ça, c'est des choses qui étaient très connues depuis longtemps dans le monde médical, dans le monde scientifique, qui étaient discutées, qui étaient débattues, mais qui étaient finalement très peu connues du grand public. Et en fait, on va avoir un certain nombre de journalistes qui vont s'emparer de cette thématique, qui vont la mettre sur l'agenda, qui vont la médiatiser, la discuter. Et on va observer un basculement à partir de ce moment-là. Pourquoi? Parce que les réseaux néoconspirationnistes, donc les réseaux conspirationnistes renaissants, notamment parce que c'est l'époque où commence l'importance des médias sociaux, ce qu'on appelle les médias sociaux numériques, Twitter, Facebook, ça commence à prendre un essor très important à partir des années 2009-2010. Et donc, on va avoir une récupération de cette question des conflits d'intérêts par ces réseaux qui vont faire en fait de la vaccination un des piliers de leur discours et de leur récit. Ça va être très vite relayé par un certain nombre de personnalités qui sont des personnalités très télégéniques, qui ont une gouaille importante, qui ont une capacité à convaincre leur auditoire, qui sont en général des anciens professeurs de médecine, pas forcément spécialisés dans la vaccination, mais qui vont reprendre pour eux un certain nombre de critiques, et notamment des critiques sur les adjuvants. Et on va avoir notamment quelques personnalités, je pense au professeur Joyeux, ou plus tard au professeur Montagnier, en fait, qui vont se réapproprier cette critique vaccinale, notamment autour des adjuvants, et qui vont alerter sur la toxicité, selon eux, des adjuvants, et d'une manière extrêmement bien relayée par les grands médias nationaux, parce que, par exemple, Joyeux va faire les grandes télévisions nationales, le journal télévisé de 20h, les grandes radios nationales le matin, etc. Donc, il va y avoir une énorme médiatisation en fait, de ces débats, de ces controverses autour sanitaires, autour de la vaccination. Et ça va, d'une certaine manière, impacter très fortement la population française et ça va installer dans nos représentations collectives l'idée qu'on a un problème de sécurité majeur autour de la vaccination, ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on se base sur des données de pharmacovigilance. Mais en tout cas, pour l'opinion publique, dans les représentations sociales, on va avoir cette idée que les vaccins peuvent générer des effets secondaires graves. Et ça, c'est une séquence qui est complètement atypique par rapport au reste de l'Europe, parce qu'on n'a pas observé ce même type de débat. Et malheureusement, ce cycle, cette séquence de controverses, elle va se boucler par un scandale qui n'a rien à voir avec la vaccination, mais qui va d'une certaine manière peser sur la question vaccinale. C'est le scandale du Mediator,
qui émerge en 2010 et qui s'inscrit en fait dans la continuité de ces débats sur la sécurité vaccinale. Et donc on va avoir à l'issue de cette séquence malheureuse une baisse très très importante de la confiance dans les vaccins en France, une baisse de la couverture vaccinale de certains vaccins, en particulier la grippe saisonnière. On va avoir l'année suivante la grippe saisonnière qui va perdre un tiers de sa couverture vaccinale, c'est énorme. Il va falloir en fait plusieurs années en France avant de récupérer des niveaux de confiance à peu près comparables à ceux du niveau européen, mais on ne reviendra jamais en fait au niveau antérieur, qui sont de l'ordre de 10% de défiance, qui sont ceux qu'on observe habituellement en Europe. Très bien, donc on retient essentiellement aussi qu'il y a un danger en fait de relayer des informations qui ne sont pas scientifiquement validées, ce qui va leur donner une grande diffusion dans la population. Ils peuvent justement semer cette inquiétude. J'entends un écho, je ne sais pas si vous l'entendez aussi, je ne sais pas ce que j'ai touché. Jocelyn, tu es là? Oui, je suis là. Oui, j'entends un écho. Voilà, donc il y a aussi le danger justement de relayer des informations qui ne sont pas scientifiquement valides. Il y a une autre question qui revient souvent, c'est la question sur l'inquiétude sur les effets indésirables. Judith, toi aussi, tu as travaillé sur sur l'efficacité de plusieurs vaccins. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'efficacité vaccinale clinique, comment elle est validée? Alors là, concrètement, sur les vaccins contre la Covid, il faut effectivement aller plus en détail contre quoi protègent ces vaccins, parce que on pourra en parler tout à l'heure, ça a des conséquences importantes sur comment on va utiliser ces vaccins. Ce qu'on observe aujourd'hui, les chiffres que je présentais tout à l'heure, cette efficacité vaccinale de 90%, elle concerne la protection contre une infection symptomatique, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont à la fois quelques symptômes de la Covid, alors une toux, un peu de fièvre, mais aussi une confirmation de l'infection par un prélèvement nasopharyngé, une sérologie similaire. Donc, c'est bien la maladie Covid. Par contre, ce n'est pas l'infection tout court. L'infection tout court, elle est plus fréquente. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore dire si les vaccins protègent contre l'infection. On sait uniquement qu'ils protègent contre l'infection avec symptômes. Alors, c'est important à faire la distinction parce que un vaccin qui protège contre l'infection peut automatiquement protéger l'entourage du vacciné. Or, un vaccin qui protège surtout contre le développement des symptômes protège la personne vaccinée, mais pas forcément l'entourage. En tout cas, on ne peut pas l'affirmer. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a aussi la question de protection contre les formes graves. Bien sûr, si on ne s'infecte pas, automatiquement, on n'aurait pas aussi pas des formes graves. Mais là où on est aujourd'hui, avec la protection contre l'infection symptomatique, il faut encore regarder en détail les données pour savoir si ça protège aussi contre les formes graves. On peut prendre l'hypothèse que c'est automatiquement le cas, mais comme Emmanuel l'a expliqué, c'est une question de puissance statistique et forcément, dans les études cliniques, il y a moins de patients avec forme grave que de participants avec une infection symptomatique tout court. Donc là encore, il faut être un peu prudent. Quatrième élément qu'on pourrait regarder dans les essais cliniques ou dans les études autour des vaccins, c'est est-ce que le vaccin protège contre la transmission? Alors, vous allez dire, c'est un peu la même chose comme l'infection ou la maladie, pas complètement. Alors, bien sûr, si le vaccin protège contre l'infection, on ne peut pas le transmettre, on l'a dit tout à l'heure. Pour des gens qui peuvent toujours développer des symptômes, la question est, est-ce qu'ils ont des symptômes et peuvent continuer de transmettre, ou est-ce qu'ils ont des symptômes et ne peuvent plus transmettre? Les choses sont très interliées, mais en détail, il faut bien encore étudier ces paramètres avant de dire telle va être la stratégie. Ce que cela veut dire que les stratégies sont définies en vocation d'évoluer à travers les mois qui viennent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut déjà dire on va s'y prendre de telle façon.
pour vacciner contre la Covid. On peut faire une première proposition basée sur ce qu'on sait aujourd'hui, mais il n'est pas étonnant, il ne sera pas étonnant, il ne faut pas être étonné quand on entend que la stratégie aura évolué. Ça ne va pas être un argument pour dire « Ah, voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font hein, », parce que des fois, des personnes peuvent réagir de cette façon-là, mais c'est plutôt un signe du fait qu'on prend en compte de nouvelles données. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Judith. Alors, il y a aussi quelque chose qui pourrait rendre certains sceptiques, c'est le manque de recul, la composition de certains vaccins. Emmanuel, est-ce que les vaccins sont-ils sûrs, toi qui connais bien le process et les délais, mais aussi la composition aussi de certains vaccins comme l'ARN messager? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus? Emmanuel, tu peux, s'il te plaît, activer ton micro? Voilà, désolé. Donc, il y a effectivement deux problèmes. Il y a le problème d'abord théorique, on va dire, c'est-à-dire effectivement, les excipients qui peuvent booster l'effet du vaccin peuvent avoir un certain nombre d'effets indésirables ou un certain nombre de conséquences. À ce jour, il n'y a pas de problème sérieux relevé avec ce vaccin, ni d'ailleurs dans les vaccins connus sur le marché. Les risques existent, ils sont toujours présents, mais sont tout à fait minimes au regard du bénéfice. Il ne faut jamais oublier que ce qu'on cherche toujours, c'est avoir un rapport bénéfice-risque largement positif. Le risque zéro n'existe pas, sinon ça se saurait, et ça, c'est le miracle. Ça n'existe pas, donc il s'agit simplement de contrôler, de minimiser le risque et de s'assurer qu'il est suffisamment faible pour être acceptable au niveau d'une population. Donc c'est extrêmement important à savoir, et on peut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des études cliniques qui ont été réalisées permettent d'affirmer que ce risque est suffisamment faible à ce jour pour être totalement bypassé ou totalement contrôlé, enfin, minimisé au regard du bénéfice attendu. Ça, c'est extrêmement important. Jocelyn en parlerait certainement beaucoup mieux que moi, mais on fait face à un petit problème au niveau des vaccins qui est le bénéfice. C'est-à-dire que lorsque l'on est sérieusement malade, c'est facile, on voit tout de suite le bénéfice. Vous avez une grave pneumonie, on vous donne un antibiotique, vous allez mieux, vous comprenez immédiatement le bénéfice que vous avez. Le vaccin, ça va être un bénéfice d'évitement. Je ne vais pas guérir quelque chose déjà présent chez moi, je vais éviter d'être malade, éviter de présenter des symptômes sévères, et donc la perception, et je pense que Jocelyn serait beaucoup plus à même que moi d'en parler, mais la perception par l'individu du bénéfice est plus faible, alors que même que le bénéfice scientifique est totalement prouvé et totalement présent. Donc il y a cette différence entre le bénéfice perçu et le bénéfice scientifique démontré. Donc aujourd'hui, on peut dire que les bénéfices sont démontrés, on n'en connaît pas l'exacte valeur parce que, comme ça a été dit précédemment, on n'a pas un recul suffisant pour pouvoir être certain à 2 ans, à 3 ans de ce qui va se passer, mais tous les éléments aujourd'hui sous surveillance permettent de dire le risque est complètement maîtrisé et totalement acceptable. Encore une fois, j'en veux juste pour preuve tant les publications scientifiques que la commission de la FDA qui ont totalement validé ce rapport bénéfice-risque en faveur du traitement. Et comme on peut dire, c'est exactement comme mettre une ceinture de sécurité dans la voiture. Vous ne savez jamais si vous allez avoir un accident ou pas, mais il est conseillé aujourd'hui de mettre une ceinture de sécurité et peut-être que dans un nombre infime de cas, elle peut poser un problème aux pompiers si vous devez désincarcérer. Mais les pompiers savent très bien s'en tirer aujourd'hui, sans pour autant qu'on ça remette en cause l'intérêt et le bénéfice de la ceinture de sécurité. Donc, je veux dire, c'est la même chose. Le vaccin aujourd'hui, le bénéfice scientifique est largement démontré, même si la quantité exacte reste à affiner par des études ultérieures ou par la continuation des études en cours. Oui, de toute façon, les essais cliniques sont réalisés sur 30, 40 000 personnes, ce qui est beaucoup, mais ça reste évidemment, il y a d'autres risques qui peuvent, d'autres effets indésirables qui peuvent apparaître une fois qu'on met un vaccin
à 40, 60 millions d'individus, c'est sûr que c'est même très intuitif qu'on peut voir des choses qu'on n'aurait pas vues pendant les essais cliniques. Et pour ça, il y a la pharmacoépidémiologie, la pharmacovigilance, on surveille les personnes vaccinées et on a alerté très vite. Ceci dit, avant de mettre le vaccin sur le marché, on s'assure quand même qu'on n'a rien vu d'alarmant, sinon il ne sortirait pas. C'est même plus rassurant que de prendre le volant de sa voiture, on ne sait pas. Jocelyn, tu voudrais peut-être réagir, puisque Emmanuel a pensé à toi justement pour cette question-là, à moins que tu veuilles que je te pose une autre question directement. Excusez-moi, alors ça fait très longtemps ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on étudie ce qu'on appelle la décision vaccinale. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en général, les gens ne fonctionnent pas de manière radicalement différente d'un expert, dans le sens où ils prennent bien en compte dans leur raisonnement une balance risque-bénéfice dans la décision vaccinale. Sauf qu'évidemment, cette balance risque-bénéfice, elle ne repose pas sur des données scientifiques, elle repose plutôt sur les informations qui émergent de leur environnement proche. Donc ça peut être mes amis, ma famille, mes enfants parfois, mes collègues. Moins souvent, alors si c'est votre médecin généraliste, c'est un petit peu mieux déjà, mais donc quand on prend cette décision vaccinale, on va peser en général de manière intuitive le pour et le contre. Le problème dans cette opération-là, c'est qu'il a été montré qu'on a ce qu'on appelle une aversion à l'incertitude, c'est-à-dire que surtout pour un nouveau vaccin, on connaît assez mal finalement le risque et le bénéfice exact lié à ce vaccin, tout simplement parce que c'est une nouvelle technologie qu'elle vient d'être mise en place et que, comme l'ont dit mes collègues, on n'a pas beaucoup de recul et qu'on a des échantillons qui sont de taille déjà importante, mais qui ne sont pas des millions et des millions de personnes sur lesquelles on peut éventuellement observer des effets rares. Donc ce qu'on a pu montrer dans ces travaux, c'est qu'en fait, en général, les risques d'une maladie sont assez connus. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur la Covid, donc c'est à peu près quel est le taux de mortalité en fonction de son âge. Les données sont assez stabilisées. Donc, on a un risque qui est connu par rapport à cette maladie face à un autre risque qui, lui, est moins bien connu, même si on commence à l'évaluer par ces essais cliniques. Et donc, si vous voulez, il y a un déséquilibre qui s'opère entre le risque connu d'un côté et le risque inconnu de l'autre, sachant que nos cerveaux sont très très sensibles aux signaux d'incertitude, ce qu'on appelle aussi des signaux faibles, les choses qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on ne comprend pas bien, sont extrêmement anxiogènes et retiennent tout de suite notre attention. Donc on a un très grand nombre de travaux qui ont montré qu'il y a une asymétrie en fait entre l'information positive et l'information négative. Et en moyenne, je dis bien en moyenne, notre cerveau retient 3 fois mieux les informations négatives que les informations positives. Donc, dans le discours sur la vaccination, notre cerveau, spontanément, probablement pour des raisons évolutives, va mieux retenir les informations qui concernent le risque lié au vaccin que les informations qui concernent les bénéfices liés au vaccin. Et ça fait qu'en partie, du fait de ces biais de perception, notre décision vaccinale, elle est vraiment déséquilibrée et que n'importe quel signal qui plutôt est vers le risque ou vers des informations négatives va être mieux retenu et peser davantage, si vous voulez, dans la décision. Donc là, c'est un problème classique en décision médicale qu'on connaît depuis une trentaine d'années maintenant et qui s'applique vraiment dans le cas du Covid de manière parfaite, à mon avis. Justement, nous, on va aider à donner quelques arguments scientifiques pour qu'ils puissent retenir les aspects les plus factuels. Et une question justement sur les stratégies vaccinales. Peut-être toi, Judith, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les stratégies vaccinales possibles? Est-ce qu'il y a des exemples qui existent? Et puis peut-être ensuite demander à toi, Jocelyn, qu'est-ce que tu en penses des stratégies qui sont mises actuellement par le gouvernement? Judith, à toi? Judith, micro, please. Micro. C'était mon tour de faire la gaffe. C'est ça. Donc oui, donc ce qu'on peut dire, ça donne directement la suite à ce que mes collègues viennent de dire. Alors la première stratégie un peu de base, principale, et celle qui d'abord selon l'HAS proposée dans une première étape, c'est de vacciner les personnes pour leur donner une protection directe, individuelle. Donc typiquement, ce sont des personnes qui sont à risque. C'est une stratégie qu'on utilise par exemple avec la grippe saisonnière, la vaccination antigrippale saisonnière, ou les personnes à qui on propose le vaccin selon la recommandation de l'HAS. Ce sont les personnes âgées, au-delà de 65 ans,
ou bien en dessous de 65 ans, les personnes qui ont une certaine comorbidité, donc maladies qui préexistent, qui sont chroniques et qui les mettent à risque d'avoir une grippe avec des complications qui pourraient les emmener à l'hôpital ou même pire. Donc, cette stratégie-là, elle est vraiment orientée pour produire un maximum de bénéfices pour le vacciné. Ici, pour la vaccination contre la Covid, il faut tenir compte du fait que le facteur de risque principal, c'est l'âge. J'ai dit tout à l'heure, à partir de 50 ans, le risque commence. Hein, ce n'est pas uniquement à 80 ans, ce risque augmente à partir de 50 ans déjà. Et chaque décennie supplémentaire multiplie le risque à peu près par 3. Alors, cela veut dire que, par exemple, pour une personne à 65 ans, et je parle là pas des comorbidités qui jouent un rôle, qui rajoutent un risque moindre, moins fort que l'âge. À 65 ans, on a 3% de risque si on est infecté, soit de se retrouver en réanimation ou bien même en décédé. À 75 ans, le risque est plutôt vers les 8%. Et à 85 ans, ce risque, il est un quart, tout simplement un quart. Donc, face à ces chiffres-là, on peut quand même statuer très clairement sur le bénéfice d'une vaccination, tout en tenant compte, bien sûr, aussi des risques et l'incertitude surtout qui reste autour du risque, sachant que les vaccins ont été testés auprès de plusieurs milliers de personnes et pas auprès de plusieurs millions de personnes. Quand on a un risque qui est de 10% ou de 25% d'avoir un événement très très grave, une complication très grave qui va laisser des séquelles ou bien même emmener le décès, suite à une infection. Hein, ce n'est pas en cas de maladie, c'est suite à l'infection par le virus SARS-CoV-2. À ce moment-là, je pense que le bénéfice d'une vaccination qui évite ça à 90%, il est assez clair, assez fort. Donc ça, c'est la première stratégie qui est très pertinente. On voit tout de suite, de façon très intuitive, l'avantage. Une autre stratégie, c'est un peu comme ça, c'est aussi fait avec la grippe et l'hépatite B, où ces vaccinations sont recommandées, voire même obligatoires pour les soignants. Là, il s'agit d'une protection individuelle pour les personnes qui sont régulièrement imposées à ces pathogènes et en plus, donner une protection aux contacts vulnérables, c'est-à-dire les patients qui sont pris en charge. Donc là, on est sur une double stratégie qui est typique pour la vaccination des soignants. Il y a une troisième stratégie en gros, qu'on peut développer. Et là, j'aimerais bien utiliser l'exemple de la vaccination contre les méningites à méningocoque ou les méningites à pneumocoque, qui peuvent aussi, le pneumocoque peut aussi causer des pneumonies graves chez les personnes âgées. Alors, ce sont des pathologies qui surviennent surtout chez les jeunes enfants et on vaccine les jeunes enfants. On peut aussi vacciner des jeunes adultes, des adolescents notamment avec les méningocoques, afin de protéger leurs jeunes frères et sœurs qui peuvent faire les méningites. Donc du coup, on vaccine plutôt une tranche d'âge plus supérieure pour protéger des très jeunes enfants qui peuvent pas encore être vaccinés ou qui ont un moindre bénéfice direct de la vaccination. Pour le pneumocoque, on a aussi observé, depuis qu'on vaccine les très jeunes enfants contre les différents pneumocoques, en fait, on observe une réduction de pneumonie chez les personnes âgées avec les mêmes pneumocoques. Et en fait, on peut constater qu'en vaccinant les très jeunes enfants, on protège aussi les personnes âgées. Donc, vous voyez, c'est un effet assez complexe, mais tout cela relève du fait qu'avec la vaccination, pas seulement on peut protéger directement la personne, mais on peut aussi empêcher tout court l'infection. On empêche pas seulement la maladie, mais on empêche éventuellement l'infection ou bien on empêche des symptômes qui permettent à transmettre le pathogène. Donc, de nouveau, c'est assez complexe, mais on peut avoir un impact assez important pour d'autres groupes de la population avec la vaccination d'un groupe donné. Ici, c'est bien sûr en théorie possible pour la COVID. On sait que ce sont plutôt les tranches d'âge, les jeunes adultes qui font circuler beaucoup le SARS-CoV-2, le virus de la COVID.
On sait qu'en théorie, selon une modélisation, en vaccinant ces tranches d'âge-là, on pourrait bien protéger les personnes âgées, mais une telle stratégie n'est possible uniquement que quand on sait que les vaccins ont la capacité d'empêcher l'infection ou bien empêcher la transmission. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne le sait pas encore. Donc, du coup, il est malheureusement trop tard de parler d'une telle stratégie. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut prévoir, c'est de vacciner directement les personnes âgées qui sont à risque, plus bien sûr aussi d'autres personnes qui auraient des comorbidités, mais notamment les personnes à partir d'un certain âge. Pour l'instant, c'est la stratégie la plus intéressante qu'on peut développer. Merci. Oui, merci beaucoup, Judith. Donc, il faut se reposer justement sur les recommandations de la Haute Autorité de la Santé qui, elle, va prendre en compte l'État. Par exemple, actuellement, elle recommande la vaccination pour les personnes âgées pour justement lutter contre les formes graves, mais tout ça peut évoluer selon les connaissances. On est bien d'accord, hein. Donc, on reste attentif aux recommandations de la HS. Alors, je reviens du coup, j'enchaîne justement avec Jocelyn sur la stratégie qui est mise en place par les pouvoirs publics actuellement pour réduire cette hésitation vaccinale. Est-ce qu'elle est adaptée d'après toi? Oui, parce qu'en fait, une stratégie intelligente, c'est une stratégie qui ne prend pas seulement en compte les questions de sécurité et les questions d'efficacité, qui sont extrêmement importantes, hein, sur le plan scientifique, mais c'est aussi une stratégie qui prend en compte ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale de la vaccination. Parce qu'une campagne réussie, une campagne qui va échouer, en fait, ça se joue sur la capacité à adhérer ou à faire adhérer les populations concernées à cette réponse, hein, en termes vaccinaux. Et donc, ce qu'on sait depuis quelques dizaines d'années maintenant, hein, depuis que les sciences humaines et sociales ont été mobilisées dans le cadre de différentes épidémies, ça a commencé un peu avec le sida au début des années 80, ça s'est poursuivi ces dernières années, notamment pas seulement en Europe, mais en Afrique avec Ebola, etc. Comment mobiliser, comment favoriser l'adhésion d'une population à des mesures de santé publique ou à une vaccination? La stratégie qui est souvent recommandée dans la littérature, c'est ce qu'on appelle la stratégie des 4 E. Donc c'est un peu le mantra en fait, hein, des gens qui travaillent sur la prévention du côté des sciences humaines et sociales. Donc le premier E, c'est écouter, être capable d'écouter les craintes et les doutes de sa population. Si on n'écoute pas les doutes et les craintes de sa population, on risque de passer à côté de choses importantes. Le deuxième point, c'est encourager les gens à se faire vacciner et leur expliquer pourquoi c'est important qu'ils se fassent vacciner. Ce n'est pas seulement pour se protéger soi-même, c'est aussi pour protéger les plus vulnérables, pour protéger les personnes âgées, hein. Judith Muller l'a bien rappelé, il y a des risques qui sont très très différents selon les groupes d'âge et selon si on a des pathologies ou pas, y compris chez des sujets jeunes. Et puis le troisième E, c'est engager, c'est-à-dire associer les populations aux décisions qui sont prises. Et le quatrième E, c'est éviter de stigmatiser soit les gens qui hésitent, soit les gens qui refusent de se faire vacciner, parce qu'on reste des citoyens qui sont en partie autonomes dans nos décisions de santé. Donc ces 4 E, ils sont extrêmement importants. Ce qui est un peu dommageable, c'est qu'ils ont mis du temps à être mobilisés, hein, dans la gestion de l'épidémie jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on a eu plutôt une gestion très centralisée, descendante, hiérarchique, comme la France sait le faire souvent, qui a eu quelques vertus d'efficacité au début, et on sait aussi que finalement, ce qu'on appelle la stratégie de l'appel à la peur peut être efficace à court terme, mais c'est jamais une démarche ou c'est jamais une stratégie qui est efficace à long terme. Et ça a été démontré par de très nombreux travaux. C'est comme si on faisait un marathon en commençant par un sprint. Si vous voulez. Les gens s'épuisent, développent ce qu'on appelle des mécanismes de défense, parce qu'on n'a pas envie de vivre dans la peur de manière continue. Et donc les gens développent des résistances à ces phénomènes de peur, et on voit que dans la gestion de la Covid, aujourd'hui, le registre de la peur ne fonctionne plus. C'est quelque chose qui est dépassé aujourd'hui. On est obligé de passer à autre chose. Donc, au-delà de ces approches plutôt négatives, il y a aussi des approches positives, hein, qui reposent notamment sur ces 4 E et qui consistent à davantage écouter, associer la population. Et là, on sent bien que dans la gestion de l'épidémie, notamment sur la question vaccinale, il y a eu un changement de doctrine, visiblement, au niveau gouvernemental, parce qu'on a vu notamment dans le discours du président Macron, hein, des évolutions très très notables par rapport à ce qui avait été fait jusqu'à présent, avec notamment la création d'un comité citoyen. Hein. C'est quelque chose qui avait été déjà fait en 2016, au moment où la crise vaccinale battait son plein, si vous voulez. On a mis en place
une concertation nationale citoyenne autour de la vaccination qui a fait un certain nombre de propositions qui ont notamment abouti à l'extension de la vaccination obligatoire des enfants, notamment. Et donc voilà, on a ce type d'outils associés des populations, par exemple en les tirant au sort, ça s'est fait aussi pour la Convention citoyenne sur le climat. On associe des citoyens qui sont tirés au hasard pour, d'une certaine manière, pallier au déficit ou aux critiques de la démocratie représentative, qui est imparfaite comme toute forme démocratique. Et donc là, on voit cette évolution très claire. On voit aussi qu'il y a beaucoup, du côté de certaines organisations, la volonté d'écouter davantage les populations sur les critiques, de suivre la campagne de vaccination avec ce comité pour être vraiment à l'écoute de la population et pouvoir répondre aux doutes, aux craintes, aux critiques qui pourront être immanquablement formulées à un moment ou à un autre. Donc là, c'est quelque chose, je pense qu'on a un petit peu appris par rapport aux échecs des campagnes de vaccination précédentes. La campagne de 2009, je l'ai dit un peu plus tôt tout à l'heure, avait été un échec. On avait seulement vacciné 10% de la population, alors qu'on avait prévu de vacciner 75% de la population. L'une des erreurs manifestes qui avait été faite à l'époque, c'est d'éloigner en fait la source de confiance principale des gens, c'est-à-dire le médecin traitant, le médecin, notamment les médecins généralistes, qui sont vraiment le pilier de la vaccination à l'heure actuelle en France. En fait, en les écartant, on avait accru ou augmenté la défiance dans la population par rapport à cette campagne de vaccination. Là, je crois qu'en remettant au cœur en fait les médecins traitants, on va améliorer sensiblement et probablement en fait l'acceptabilité de cette vaccination, en particulier chez les personnes âgées et les personnes à risque qui ont des contacts fréquents avec leurs médecins. Et souvent, les médecins sont des gens qui ont quand même des arguments rationnels autour de la vaccination. Pas tous, mais la grande majorité sont très rationnels sur les questions de vaccination. Et du coup, on peut avoir un discours très construit et très ouvert dans la confiance avec son médecin généraliste ou son médecin traitant. Bah oui. En fait, c'est des acteurs, en effet, qui sont majeurs dans ce genre d'action de prévention, et aussi l'idée, en fait, d'impliquer les citoyens dans la prise de décision sur des choses qui les concernent directement. C'est évident que c'est quelque chose qui est extrêmement favorable. Maintenant, je reviens à toi, Emmanuel. Tu as commencé ta carrière en travaillant dans le centre antipoison et sur la pharmacovigilance. Est-ce que tu peux nous dire des choses, justement, une fois que le vaccin est là en France, comment on pourrait surveiller les effets post-autorisation de la mise sur le marché et puis l'évaluation de la sécurité des vaccins dans un tel contexte de manière générale? Tout à fait. Là, je crois qu'il faut qu'on souligne que je pense qu'on est dans une situation sans précédent. De façon générale, on a une surveillance sur les nouvelles choses qui sont mises sur le marché. Mais ici, compte tenu à la fois de la sensibilisation globale qui se passe et des décisions que ça implique, on sait qu'il y aura une surveillance extrêmement précise de tout ce qui peut se passer. Ce qui a d'ailleurs un effet non pas pervers, mais en tout cas dont il faut se méfier, parce que ça a tendance à faire monter le nombre d'événements indésirables ou de problèmes recensés, puisque on ne va pas se contenter de recueillir les éléments spontanément comme ça se passe en temps usuel, mais on va solliciter l'information en demandant même, c'est-à-dire en suggérant, non seulement on va demander est-ce que vous avez eu quelque chose, mais est-ce que vous avez eu des douleurs au point d'injection? Est-ce que vous avez eu une fatigue musculaire? Donc, et on s'aperçoit que les gens répondent ah ben oui, peut-être quelque chose qu'ils n'auraient pas dit, certainement pas spontanément, et même dit, si on vous demandait juste est-ce qu'il se passe quelque chose, vous l'auriez peut-être pas dit. Si on vous précise est-ce que vous avez eu tel symptôme ou tel désagrément, c'est plus facile à dire oui. On a une preuve que c'est plus facile, c'est que même dans le groupe placebo, un nombre non négligeable de ce type d'effets sont signalés, alors même que la personne n'a reçu aucun traitement actif, mais il se plaint de douleurs au point d'injection, il se plaint de désagréments, ce qui est bien la preuve que lorsque l'on sollicite un effet indésirable, c'est plus facile de le recenser. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que, comme tu l'as dit, j'ai effectivement fait un certain nombre d'années en pharmacovigilance, c'est à ma connaissance, c'est en tout cas depuis l'époque moderne, la première fois qu'on a quelque chose vraiment au niveau mondial, ce qui permettra, y compris à la France, de pouvoir bénéficier de ce qui se passe dans les autres pays, parce qu'il y a effectivement une clause, on va dire, de mutualisation, même s'il existe toujours des réticences, une clause de mutualisation de données, ce qui veut dire qu'on ne sera pas limité aux simples informations disponibles en France, mais comme tout le monde est à peu près au même niveau et que ça se passe au niveau mondial, que ce soit au niveau européen, au niveau États-Unis, voire au niveau Asie,
Les seuls qui sont peut-être un peu plus difficiles à voir, c'est l'Asie, mais on va pouvoir bénéficier d'informations croisées qui vont permettre très rapidement de savoir ce qu'il en est et de pouvoir statuer sur une décision à prendre, par exemple une population à exclure parce que présentant un risque plus important que les autres et chez qui éventuellement le risque-bénéfice ne serait plus là, ou en tout cas plus au niveau attendu. Et donc ça, c'est extrêmement important. Il faut simplement souligner qu'on va se heurter à un problème typiquement schizophrénique qui est: est-ce qu'on préfère la sécurité de l'individu, de la population, ou la sécurité de nos données? C'est-à-dire qu'en tant que bon statisticien et méthodologiste, je travaille sur des données. Et il existe en Europe une régulation qui s'appelle la GDPR, la protection des données, qui fait qu'effectivement, on ne peut pas utiliser librement et facilement toutes les données disponibles. Il faut que les gens aient donné leur consentement, qu'ils sachent ce qu'on en fait. Et là, effectivement, on se trouve devant une schizophrénie qui est: est-ce que les personnes préfèrent donner accès à leurs informations de façon à être mieux protégées, ou est-ce qu'ils préfèrent la sécurité de leurs données, mais ce qui inévitablement induira un certain retard au minimum à l'identification de signaux, parce qu'on n'aura pas tous les éléments d'information nécessaires à prendre le plus rapidement possible une décision. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement important, parce qu'on veut à la fois des sécurités toujours plus importantes, et ça n'est pas limité au niveau du vaccin et de la Covid, mais on veut un niveau de sécurité toujours plus important. Mais on veut également, et c'est compréhensible, hein, moi le premier, on veut également une protection de nos données personnelles, mais qui a un prix à payer, puisqu'effectivement, on va retarder l'accès à l'information nécessaire à la prise de décision, on va dire scientifiquement non biaisée et correcte pour analyser. Merci beaucoup Emmanuel, mais justement en t'entendant parler, c'est vrai que quand on est vacciné, on est plus attentif à son état. Dès qu'on a quelque chose juste après, on se dit ah, c'est le vaccin. Et donc c'est normal en fait comme réaction. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'en pharmacovigilance, en fait, il y a une responsabilité collective. C'est-à-dire quand un individu, il a, je ne sais pas moi, des douleurs articulaires ou il ressent quelque chose d'inhabituel, et ben s'il ne le remonte pas à son médecin, on ne le saura pas dans le système. Le système ne le détectera pas. Absolument. Et si c'est pour ça que d'ailleurs, on a inclus les pharmaciens dans les systèmes. Initialement, seul le médecin était habilité, mais c'est pour ça que les centres antipoisons, par exemple, n'importe qui pouvait le faire. Oui. Et maintenant, le système de pharmacovigilance français ouvre plus largement aux professionnels de santé qui sont susceptibles d'être informés d'un éventuel effet indésirable et qui peuvent être autorisés ou amenés à remonter cet effet indésirable au système français de pharmacovigilance. Absolument. Donc, c'est l'individu qui doit prendre l'initiative à remonter l'information. Et puis, au niveau des professionnels, eux, ils vont aussi remonter l'information. Ils ont un délai pour le faire, pour qu'ensuite, ils soient dans le système. Ensuite, un des avantages quand même de la crise pandémique, c'est qu'il y a eu des algorithmes qui sont très réactifs, qui ont été développés. On a un déconfinement des données et on a une rapidité à exploiter les données qui est record de nos jours par rapport à avant la Covid. J'ai examiné une thèse la semaine dernière sur l'épidémiologie des suicides en France. Les données s'arrêtent en 2016. Donc aujourd'hui, on a mis plein de procédures pour justement, quand on va tenter de détecter les effets indésirables une fois le vaccin est commercialisé, eh ben on va essayer de le faire en temps quasi réel et non pas avoir un retard de 6 mois vers 1 an. Absolument. Ça me fait rappeler aussi ce que tu as dit, c'est que quand il y a eu pendant la grippe H1N1, on m'avait sollicité pour évaluer l'efficacité vaccinale du vaccin H1N1 une fois commercialisé. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas assez de données sur les 6 premiers mois. Et donc, quand tu dis qu'il y a une mutualisation en Europe, c'est une très bonne nouvelle parce que ça permet d'avoir rapidement beaucoup de données. En fait, une fois qu'on regroupe tous les pays ensemble, on peut avoir matière à analyser et augmenter la puissance statistique et fournir éventuellement des résultats en tout cas qui seraient fiables.
négatif ou positif, mais en tout cas, il serait fiable. Peut-être un mot quand même, un dernier mot peut-être avec toi, Judith, si tu as envie de nous dire quelque chose, peut-être des leviers. Moi, je pense à des leviers d'action qu'on pourrait mener pour accroître la couverture vaccinale contre la Covid-19. Peut-être un mot de ta part et de la part de Jocelyn avec deux regards différents. Vous diriez quoi? Mais moi, j'aime bien, ou je travaille pas mal avec les concepts de l'hésitation vaccinale. Alors attention, il ne s'agit pas d'une pathologie contre laquelle il faut lutter, c'est un concept d'analyse de la décision vaccinale. Et donc, on est sur un gradient qui va de tout refuser jusqu'à tout accepter. Et où on reste en tant que chercheur, aussi en santé publique, on est censé de prendre une attitude un peu neutre et plutôt essayer de comprendre et éventuellement apporter des éléments qui peuvent adoucir cette hésitation. Et donc, là-dedans, il y a plusieurs aspects qui sont très importants. Le besoin accordé de se faire vacciner, alors la perception des risques ou des problèmes que représente la maladie, l'efficacité du vaccin, on en a parlé, l'accès à la vaccination, Jocelyn a évoqué les médecins, leur rôle, mais aussi d'autres professionnels qui peuvent recommander le vaccin, qui peuvent avoir une attitude positive. Il ne faut pas oublier qu'il y a un projet collectif derrière la vaccination. On peut vouloir protéger certaines personnes autour de soi. Il y a l'impact de l'attitude des autres sur soi-même qu'il faut prendre en compte, où chacun peut aussi réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui fait la vie des autres dans ma propre décision vaccinale? Quand on se sent très entouré de personnes sceptiques, est-ce qu'on est obligé de suivre cet avis-là? Il y a le dernier point qui est en fait un des points principaux pour moi, c'est cette confiance. Alors, c'est la confiance dans les vaccins, dont on parle beaucoup, voilà, sécurité, etc. Mais c'est aussi la confiance dans le système qui nous entoure, qui met à disposition les vaccins, etc. Et c'est là où, je crois, Jocelyn l'a laissé entendre un peu, et nous venons de collecter des données dans la population française là-dessus. Il y a un peu le risque que la vaccination, et je crois que tu l'as dit tout à l'heure, est un peu trop politisée. Il faut rappeler que la vaccination, c'est une mesure sanitaire, c'est surtout votre décision individuelle pour la santé. Il ne s'agit pas d'un accord ou désaccord avec une politique. Donc, il faut rester vraiment sur une décision qui concerne sa propre santé. Ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense que justement là, actuellement, avec la Covid-19, il faut que les personnes vraiment se concentrent sur leurs propres décisions autour de la santé. Ça va être un enjeu important pour voilà, sur le début de la vaccination, et on verra si ça va mener vers une campagne plus élargie ou bien si ça va rester ciblé sur les personnes à risque. Très bien. Et pour ça, pour qu'ils prennent la bonne décision, il faut qu'ils soient armés des bonnes informations scientifiques. Et c'est pour ça qu'on essaie justement à contribuer, en même titre aussi que les journalistes scientifiques qui font un grand travail, je les remercie, sur la communication sur les risques sanitaires, avoir les bonnes informations. Et toi alors, Jocelyn, tu dirais quoi sur les leviers d'action qui te semblent les plus pertinents justement pour regagner la confiance de certains? Alors, moi, je partage complètement l'avis de Judith Müller sur le fait qu'un des principaux risques à l'heure actuelle, c'est ce qui s'est un petit peu passé dans une certaine mesure déjà en 2009, c'est le problème de la politisation de cette question vaccinale, qui devient en fait un référendum pour ou contre le gouvernement. Et ça, il faut absolument passer à autre chose parce que du coup, on se coupe des enjeux sanitaires à proprement parler. Aujourd'hui, ça fait à peu près une vingtaine d'années maintenant qu'il y a des expériences qui ont été conduites pour comment on fait finalement pour lutter contre l'hésitation vaccinale, surtout pour des vaccins qui sont extrêmement importants en matière de sécurité sanitaire. Et on a montré que beaucoup de méthodes classiques de persuasion ne fonctionnent pas en fait. Et non seulement elles ne fonctionnent pas, mais elles peuvent avoir également des effets pervers. Donc si on essaye par exemple de convaincre quelqu'un qui est convaincu des méfaits de la vaccination, si vous voulez,
on s'est aperçu que dans la plupart des cas, on va avoir ce qu'on appelle un effet retour de flamme, hein, en anglais backfire effect, c'est-à-dire qu'on va même accroître chez ces personnes-là leur opposition à la vaccination, et en plus on les stimule dans leur réflexion d'arguments contre la vaccination. Donc d'une certaine manière, ils vont accroître leur stock d'arguments contre la vaccination si on essaye de les convaincre absolument et à tout prix du caractère infondé, par exemple, de leur croyance sur la vaccination, sur le fait que les informations dont on dispose sont fausses. Donc ça, c'est des stratégies qu'on peut aujourd'hui évacuer, puisqu'on a montré qu'elles étaient relativement efficaces. En gros, elles vont convaincre ceux qui sont déjà convaincus, et elles vont outiller ou motiver ceux qui sont convaincus contre la vaccination. Alors, dans ce qui a bien fonctionné par le passé, c'est ce qui consiste en fait à utiliser ce qu'on appelle les moteurs de confiance, hein, c'est-à-dire les médiateurs scientifiques avec lesquels on interagit au quotidien. Donc c'est en général les professionnels de la santé, souvent le médecin généraliste, mais pas toujours. Et les expériences qui ont été réalisées et qui consistent en fait à former les médecins et les autres professionnels de la santé pour accompagner les patients ou les gens normaux dans leurs décisions médicales ou vaccinales, et la stratégie qui fonctionne le mieux à long terme. C'est-à-dire que en habituant, en formant les professionnels de la santé à parler de ces choses-là de manière calme, ouverte, sans préjugés, sans stigmatisation, sans réflexe correcteur, en engageant une discussion sereine et un débat sur ces questions-là, en fournissant des informations qu'ils savent être relativement fiables, eh bien, on arrive à augmenter de manière très significative l'acceptabilité vaccinale et l'intention vaccinale. Et là, on a vraiment des preuves empiriques très très solides là-dessus. Ça a été réalisé en France, ça a été réalisé aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord. Toutes les expériences qui sont fondées notamment sur une technique qui s'appelle l'entretien motivationnel, hein, qui consiste à écouter pour accompagner les patients dans leurs décisions et les laisser en fait prendre la décision qui est la meilleure pour eux-mêmes, mais en les aidant dans cette réflexion-là. Eh bien, ça aboutit souvent à des taux de couverture de la vaccination qui sont très supérieurs à ceux de gens auxquels on a dit juste vaccinez-vous et circulez, il n'y a plus rien à voir. Donc je crois qu'on a aujourd'hui des outils intellectuels, des méthodologies qui existent et qui permettent à la fois de prendre en compte ces inquiétudes par rapport à la vaccination, et qui permettent aussi de réduire cette hésitation vaccinale, surtout dans des contextes un peu critiques. Je pense à la vaccination infantile, mais ça peut être le cas également pour les personnes âgées aujourd'hui sur la Covid. Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, pour terminer, j'avais demandé à une amie qui est un peu sceptique par rapport à ces questions de vaccination, et je lui dis, pose-moi quelques questions. Donc, il y en a quelques-unes auxquelles nous avons déjà répondu. Il en reste 3. Donc, quand vous êtes 3, ça tombe très bien. La première, peut-être pour toi, Judith, elle dit les virus évoluent et mutent. C'est donc une course en avant effrénée et perdue d'avance. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Alors effectivement, les pathogènes se développent très rapidement, ils mutent en permanence. C'est vrai, j'ai travaillé sur les poliovirus. C'est extraordinaire à quelle vitesse ils mutent. Même, bon, autrefois, on utilisait un vaccin contre la polio avec des virus vivants dedans. Ils sont atténués, donc ils ne sont pas virulents. Mais en fait, dès la vaccination dans le corps, ils peuvent déjà remuter de nouveau. On peut observer ça aussi dans les OIC, c'est extraordinaire. Néanmoins, depuis des décennies, les souches vaccinales, les 3 souches utilisées pour vacciner contre la polio sont exactement les mêmes, identiques. C'est-à-dire, même si un virus mute, ça ne veut pas dire que le vaccin devient inefficace. On a un vaccin où cette mutation a vraiment, ou une maladie où cette mutation a vraiment des conséquences, c'est la grippe. C'est pour ça qu'on doit utiliser une vaccination saisonnière pour chaque année, parce qu'entre les différentes années, les virus, la grippe mutent, et ça a des conséquences sur les antigènes, alors sur l'efficacité des vaccins. Sinon, pour la plupart des vaccins, c'est pas un problème. Donc, pour la Covid, oui, le SARS-CoV, il mute, comme tous les virus, comme toutes les bactéries, mais il mute
d'une façon qui ne touche pas à l'antigène principal actuellement ciblé par les vaccinations. Il faut surveiller. Il peut y avoir des formes qui pourraient éventuellement, de façon hypothétique, échapper à la protection vaccinale, mais ce sont des hypothèses, il faut les observer. Mais aujourd'hui, la COVID-19, c'est plutôt une maladie qui va entraîner un vaccin assez stable. Ce n'est pas la situation comme avec la grippe. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Judith. Et merci à Marie-Édith Agostini pour ces questions. Donc, sa deuxième question, c'est le vaccin contient des sels d'aluminium pour améliorer la réponse immunitaire, mais qui peuvent avoir des effets graves à terme. Emmanuel, tu peux lui répondre? Oui, alors on en a déjà parlé tout à l'heure un petit peu, donc je pense qu'effectivement, certes, il y a des adjuvants qui boostent l'effet immunogène du vaccin, mais ces adjuvants n'ont à ce jour pas posé de problèmes graves et avérés, et notamment avec ce vaccin. Encore une fois, on l'a dit, je crois, il y a une très grande surveillance qui sera faite, qui permet de dire si par malheur il y avait quoi que ce soit, on peut être certain que ça sera identifié dans les meilleurs délais et que ça évitera tout incident majeur au niveau populationnel. Un point important qui est sur que ce soit les sels d'aluminium, les adjuvants, encore une fois, je crois que quelque chose de très important a été souligné précédemment, c'est la vaccination est avant tout une décision personnelle. Et donc, effectivement, c'est l'individu qui doit ou non adhérer à une recommandation, mais qui doit en être convaincu. Comme tu l'as dit, ça suppose que les gens accèdent à l'information. Et là, il faut rappeler quelque chose, qu'il y a un très gros effort qui est fait, que ce soit au niveau français, mais surtout au niveau européen, sur la transparence. Et aujourd'hui, on essaye de partager l'information dans les meilleurs délais, et non seulement de la partager, mais de la partager de façon compréhensible par tout individu. Parce qu'une chose est de dire on publie des résultats techniques d'essais cliniques, mais ces résultats techniques nécessitent en général une compétence particulière scientifique pour pouvoir être interprétés de façon satisfaisante. Et ça, c'est très important. Il y a des travaux importants effectués, en général avec des associations de patients, pour que les résultats des études cliniques soient rendus accessibles avec un mode je dirais, intelligible par chacun, donc avec des mots compréhensibles, et en faisant attention, y compris, et ça c'est très important, aux détails linguistiques, puisqu'effectivement, parfois, il ne s'agit pas de faire une simple traduction d'anglais en français ou d'anglais en espagnol, etc. Il s'agit de s'assurer que dans la langue de l'utilisateur, les éléments d'information sont compréhensibles pour que la personne puisse, en connaissance de cause, prendre sa décision. Donc ça, je crois que c'est très important et qu'en fait, tout est mis en œuvre de façon à ce que les gens puissent exercer leur propre jugement, et il reste juste à eux de l'exécuter, et donc d'utiliser les éléments d'information mis à leur disposition de façon à pouvoir prendre leurs décisions. Merci beaucoup, Emmanuel. Quand tu dis, Judith, quand vous dites tous les deux, Judith et toi, que la vaccination est une décision individuelle, elle reste quand même, comment dire, une responsabilité collective. Quand on prend la décision de se vacciner, c'est aussi le faire pour les autres, même si on n'est pas... Bon, après, il faut qu'il y ait des vaccins pour tout le monde. Je veux dire, si on rentre, si par exemple le profil de quelqu'un qui est jeune, en très bonne santé, rentre dans les recommandations de la HAS, il peut se dire, mais moi, je suis bien, je ne vois pas pourquoi je dois me faire vacciner. Donc oui, la décision est individuelle, mais c'est parce qu'il y a un sens de responsabilité collective de protéger les autres, et c'est pour ça que si c'est recommandé, on le fera aussi. Absolument. Mais la motivation peut être collective, mais la décision reste individuelle. C'est-à-dire que c'est l'individu qui décide ou non, à la fois pour lui-même, ça c'est la motivation individuelle, et pour la collectivité, ça c'est la motivation collective, de se protéger. Elle peut être familiale, parce que je veux protéger ma famille et je ne veux pas prendre le risque de contaminer les grands-parents quand on va les voir à Noël ou ailleurs. C'est là une motivation
on va dire, plus large qu'individuelle. Mais par contre, la décision reste individuelle, c'est-à-dire est-ce que je vais me vacciner, est-ce que je vais faire vacciner mes enfants, cette décision, elle appartient à chacun et c'est encore une fois c'est la responsabilité. Donc on prend une responsabilité, tu as raison, vis-à-vis de la collectivité, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des autres, et pas seulement vis-à-vis de soi, absolument. Très bien. Donc, on est d'accord. Le raisonnement, il est collectif, mais la prise de décision est individuelle. Une dernière question pour ne pas faire de jaloux, c'est pour toi, Jocelyn. Marie-Édith, elle dit, des recherches ont été menées par des laboratoires pro-vaccins. Les conclusions des chercheurs ou médecins qui arrivent à d'autres conclusions sont-tu? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je ne sais pas si on peut parler de laboratoires pro-vaccins. En fait, il y a des laboratoires et il y a des laboratoires qui sont là pour fabriquer des produits pharmaceutiques, il y a des laboratoires qui sont là pour en étudier les effets, pour faire ce qu'on appelle de l'épidémiosurveillance. Donc il y a plein de laboratoires différents, ils n'ont pas un rôle qui est parfaitement identique, il y a un grand pluralisme en fait dans l'activité de laboratoire. Alors ce que je voudrais dire à Edith, c'est ça. Marie-Édith. Oui, c'est Marie-Édith. Je pense que cette critique, elle aurait été légitime dans les années 70, où il y avait vraiment un monopole d'État sur l'information audiovisuelle, donc un contrôle en fait, et c'était vrai aussi dans les régimes soviétiques, par exemple. Je crois que c'est de moins en moins vrai, et non seulement c'est de moins en moins vrai, mais c'est probablement l'inverse qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est depuis une quinzaine d'années maintenant dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Et dans cette économie d'attention, il y a un énorme pluralisme médiatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut créer un site internet en 15 secondes et dénoncer les effets secondaires de tel ou tel vaccin ou de tel ou tel médicament. C'est plutôt l'abondance d'informations anxiogènes, infondées ou qui ne reposent pas sur des bases scientifiques solides ou douteuses, qui est le problème majeur, à mon avis, de nos sociétés. C'est-à-dire que les travaux en sociologie ont par exemple montré que les informations fausses ou invérifiables circulent beaucoup plus vite en fait dans l'espace médiatique que les informations scientifiques qui sont en général plus lentes à obtenir, qui sont plus complexes et qui sont plus orthodoxes. Donc l'information hétérodoxe en fait dans cette économie d'attention, elle suscite beaucoup plus d'intérêt, c'est-à-dire qu'on aime les informations surprenantes, on aime les informations transgressives, on aime les informations qui sortent du lot si vous voulez. Et d'ailleurs, on l'a bien vu par une expérience naturelle, qui est que les premiers anciens scientifiques, puisque ce n'est pas des gens qui travaillaient vraiment sur les questions de vaccinologie, qui ont attiré l'attention du public sur les dangers, en tout cas, ils parlaient de cette manière, qu'ils imputaient aux adjuvants, eh bien, ont été très, très médiatisés, en fait. Ils ont eu accès aux grands médias nationaux très vite. Et donc, on ne peut pas parler, à mon avis, de censure ou de tabou dans la mesure où ces thèses hétérodoxes, ces thèses qui ne font pas du tout consensus dans le monde scientifique, qui sont plutôt extrêmement minoritaires, eh bien, elles s'accèdent beaucoup plus facilement aux grands médias. Donc, je ne crois pas qu'on puisse parler de censure. Au contraire, je pense qu'il y a une énorme appétence des nouveaux médias, des chaînes d'information continue sur toutes les informations qui sont de type anxiogène, alarmiste, de type scandaleuse, etc. Et je crois que c'est le monde de la santé avec lequel la santé publique doit vivre aujourd'hui. Et c'est une nouvelle donne, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à très bien gérer, justement. Et du coup, dans une civilisation qui multiplie les alertes à peu près sur tous les sujets. Moi, je travaille depuis 20 ans sur des controverses sanitaires. Je vois depuis 10 ans s'accélérer le rythme des controverses et des alertes sanitaires, alors que la santé des Français, fondamentalement, n'a pas bougé. En tout cas, elle ne s'est pas dégradée, à part depuis quelques mois, mais dans le contexte de la pandémie. On a plutôt des indicateurs qui s'améliorent sur le long terme, soit l'espérance de vie même en bonne santé. Et donc, je pense qu'il faut réussir à remettre en perspective ces alertes, ces controverses, pour éviter de tomber dans une espèce de paranoïa par rapport à l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, qui est celui de la sécurité sanitaire. Oui, bien, il faut rappeler aussi, Jocelyn, que les essais cliniques, c'est extrêmement bien cadré. On a bien vu un essai qui était arrêté en phase 3. Donc, ce qui montre vraiment, ce qui doit être extrêmement rassurant pour les gens, c'est que, voilà, avant qu'un vaccin soit mis sur le marché, on s'assure qu'il est non seulement efficace, qu'il n'engendre pas des événements indésirables graves, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est extrêmement rare. Et puis, que ça soit aussi bien toléré. Donc, je te remercie beaucoup. Peut-être un dernier mot pour chacun d'entre vous. Je dis merci d'abord au public et puis après, je vous laisse le dernier mot chacun. Donc, nous espérons vous avoir
accompagner avec la meilleure information possible. Moi, Judith, Emmanuel et Jocelyn, que je remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Nous avons accompagné avec l'information scientifique, transparente, orientée vers les questions les plus fréquentes. Je remercie pour ça les journalistes qui m'ont sollicité récemment et qui m'ont inspiré pour l'organisation de ce débat. En fait, avec ce débat, je prends un peu plus de temps par rapport à leurs questions. Donc, voilà, on prend un peu plus de temps. Le rôle de la communication sur les risques de manière générale est majeur pour éclairer le public. Le CNAM et le HESP vous accompagnent et vous donnent rendez-vous pour débattre les futurs sujets d'actualité en santé publique. Un dernier mot pour toi, Judith, si tu veux. Merci Mounia d'avoir organisé et à ta disposition pour refaire cette expérience dans quelques semaines, dans 2 mois. Absolument. Emmanuel, toi et moi, on contribue aux sociétés, à la Société française de biométrie, de mon côté, que j'ai présidé jusqu'à il y a à peu près 2 mois. Et toi, tu es président d'un groupe de la Société savante en statistique. Donc, elles ont un rôle aussi très important pour informer les gens. Tu veux nous dire un dernier mot ? D'abord, je me joins aux remerciements te concernant pour avoir organisé ça. J'espère que ça aide les gens à se forger leur propre opinion, parce qu'encore une fois, je pense que c'est extrêmement important. On n'est pas là pour influencer, on est là pour éclairer et permettre aux gens de prendre leurs décisions, de le faire de façon éclairée et non de façon juste en suivant l'opinion de celui qui parle le plus fort. Effectivement, je pense, réfléchissez à ce que l'on a dit sur le partage des données. Si on vous sollicite, vous partez les données, réfléchissez là aussi, comme pour le vaccin, au risque-bénéfice. Est-ce que si j'accepte de partager ma donnée, si elle n'est pas trop sensible, ça peut aider la collectivité à prendre une décision. Là encore, comme tu le disais tout à l'heure, on est une décision individuelle, mais avec une motivation collective. Ce n'est pas pour soi, effectivement, que ça va être crucial, mais ça va être critique pour l'ensemble de la collectivité, de pouvoir prendre une décision la plus informée possible. Très bien, merci beaucoup Emmanuel. Jocelyn, le mot de la fin te revient ? Quelle responsabilité. Moi aussi, je me joins à mes collègues pour vous remercier pour cette invitation. Et puis, je voudrais dire à tous les gens qui nous regarderont, notamment à ceux qui hésitent à se faire vacciner, discutez-en avec votre professionnel de santé, votre médecin traitant, la personne en qui vous avez confiance, qui lui sera capable de vulgariser en fait ces informations et probablement vous éclairer dans sa décision plutôt qu'en parler à votre voisin, sauf si votre voisin est peut-être un médecin généraliste, ça peut arriver. En général, les professionnels de la santé en France ont une formation de bon niveau, de bonne qualité, et ils sont capables de vous éclairer de manière judicieuse, en avis, sur ces questions. Donc, il ne faut pas hésiter à leur en parler pour prendre votre décision sur cette question de la vaccination contre la Covid. Très bien, merci à tous encore une fois, merci et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.